Oui, bonjour, je suis Victor, je suis le premier auteur du coup sur, le papier Robust Domain Adaptation, Representation Weights and Inductive Bias. J'espère que vous voyez bien, mon écran. Ouais, c'est très bien pour moi. OK, c'est parfait. Donc je suis, en dernière année de thèse à l'université Paris-Saclay sous la direction de Céline Dudlot et je suis en thèse CIFRE avec, Sidetrade et donc c'est un travail que j'ai fait en collaboration avec, Philippe Véry, Clément Chastagnol, Myriam Tamy et donc Céline Dudlot et ce travail-là, on l'a présenté donc à ECML PKDD, 2020. Donc aujourd'hui, je vais vous parler donc du problème de out of distribution generalization. Donc le problème qui est le suivant, c'est-à-dire que on va évaluer un algorithme d'apprentissage sur des données donc de test, mais qui sont significativement différentes des données sur lesquelles l'algorithme a été entraîné. Et donc on sait que dans ce contexte, les algorithmes sont souvent assez sensibles à ce changement de distribution et on observe donc une chute de performance. Donc une manière d'attaquer ce problème, donc une approche assez historique, c'est ce qu'on appelle l'adaptation de domaine non supervisé, où là on va faire des hypothèses un petit peu supplémentaires sur les informations qu'on a à disposition, à savoir qu'on a accès à des données non labellisées de la distribution cible pour laquelle on essaie de minimiser l'erreur de l'algorithme. Donc on a à disposition des données labellisées pour le domaine source et des données non labellisées dans le domaine cible. Et le but du jeu, c'est d'ajuster, d'adapter notre modèle à cette nouvelle distribution de données à l'aide de données non labellisées. Donc une première hypothèse de travail qui semble tout à fait raisonnable, c'est l'hypothèse de covariate shift, c'est-à-dire qu'on va faire l'hypothèse que conditionnellement aux entrées, eh bien les sorties de notre mode, enfin de la distribution, donc les Y, sont invariants, c'est-à-dire qu'ils ne dépendent pas du domaine. Et bien dans ce cas, on peut écrire le risque qu'on va commettre, enfin l'erreur qu'on va commettre dans le domaine cible, et bien par un jeu mathématique, on peut l'exprimer comme un risque qu'on aurait commis dans le domaine source, à condition de pondérer correctement les échantillons dans le domaine source. Et donc ce facteur de pondération, c'est exactement le ratio de distribution entre la distribution cible et la distribution source. Alors même si mathématiquement ça semble assez attractif pour adresser ce problème, eh bien pour les cas qui vont nous intéresser, donc typiquement lorsqu'on va vouloir traiter des images ou du texte ou tout simplement en fait des données en très grande dimension, eh bien ça va marcher assez mal pour une raison assez simple, c'est que les distributions de données en fait ont des supports disjoints, c'est-à-dire qu'elles ne vivent pas forcément dans la même région de l'espace, et donc ça veut dire quoi? Ça veut dire que ce ratio-là en fait tend vers l'infini, puisque lorsque la densité dans le domaine source, dans le domaine cible pardon, est non nulle, eh bien c'est souvent associé à une densité qui va être proche de zéro, voire égale à zéro dans le domaine source. Donc ça va se traduire par ce facteur-là va être infini, et donc l'apprentissage ne va pas pouvoir se faire. Donc c'est pour ça qu'il y a une autre manière de voir le problème, et donc là c'est sous l'angle de l'apprentissage de représentation, où ici donc on a deux distributions qui ne se recouvrent pas, et qu'on essaye d'apprendre à travers un réseau de neurones une représentation pour lesquelles les représentations cette fois vont se recouvrir entre les deux domaines. Alors une fois qu'on a cette chose-là, eh bien on peut entraîner un classifieur à partir de cette représentation. Et donc là, le but du jeu ici, c'est vraiment d'essayer de faire en sorte d'apprendre une représentation pour lesquelles eh bien, on a une égalité au sens des distributions entre le domaine source et le domaine cible. Donc on a donc deux objets qui interviennent, une couche de représentation, donc par exemple, si on traite des images à un confonet, et puis derrière on a un classifieur, donc par exemple juste un classifieur linéaire à partir des représentations. Alors c'est pas c'est vraiment pour des bonnes raisons, hein, qu'on s'intéresse à cette approche-là, donc d'apprentissage de représentation, parce qu'on peut montrer, hein, donc ça c'est une théorie qui a une dizaine d'années déjà, qui est assez mûre, que l'erreur commise dans le domaine cible, eh bien, est reliée à l'erreur commise dans le domaine source de cette façon-là, c'est-à-dire qu'elle est plus petite que l'erreur dans le domaine source, plus une mesure de similarité entre les distributions, donc plus les distributions vont être similaires, plus ce terme va être petit, plus un troisième terme que je vais expliciter un petit peu par la suite. Ce qui est intéressant, c'est que les deux premiers termes, eh bien, on peut les calculer en fait pendant la phase d'entraînement, dans le cadre de l'adaptation de domaine non supervisé. Voilà. L'erreur dans le source, c'est normal puisqu'on a accès à des données labellisées dans le domaine source. Donc on a les x et les y, donc on peut calculer notre risque ici. Et cette chose-là, en fait, ne fait intervenir que les distributions des entrées, donc que les x. Et donc, ça mesure à quel point elles sont similaires. Donc, ça ne fait pas intervenir les labels dans le domaine cible. Donc ça, on peut calculer. En revanche, le dernier terme, qui s'appelle l'adaptabilité, eh bien, c'est un terme qu'on ne peut pas calculer puisqu'il fait intervenir les labels dans le domaine cible. Et alors, en fait, qu'est-ce que raconte ce terme-là d'erreur? Il nous dit, en fait, simplement que s'il existe
un classifieur qui va bien marcher dans les deux domaines, et bien ce terme-là sera petit. Et donc, en fait, historiquement, on a souvent considéré que ce terme-là était assez négligeable devant les autres, pour la bonne façon que si jamais on essayait de faire l'adaptation, c'est parce que ce terme-là est petit. Et donc, réciproquement, bah, si ce terme-là est grand, en fait, ça sert à rien d'essayer d'adapter le modèle. Alors ça peut être vrai, mais en fait, lorsque on s'intéresse à l'apprentissage de représentation, bah, ce terme-là, en fait, il interagit fortement avec la mesure de similarité, et je vais un petit peu expliquer pourquoi. En fait, on peut montrer que finalement, ils ont un comportement antagoniste l'un et l'autre. Donc là, c'est la mesure de similarité, et là, ici, c'est l'adaptabilité. Donc là, je rappelle, hein, ces deux termes, là, on peut les calculer pendant la phase d'apprentissage, et celui-là, bah, on ne sait pas ce que c'est, donc le but du jeu, c'est d'essayer de faire en sorte de ne pas le faire exploser pendant l'adaptation. En fait, assez curieusement, il y a un arbitrage qui apparaît, qui est que si jamais j'arrive un petit peu à diminuer celui-là, bah, en fait, je vais sans doute augmenter celui-là. Donc le but du jeu, c'est de faire en sorte de réussir à minimiser celui-là sans pour autant faire exploser celui-ci. Alors le problème, c'est que si on y arrive, on a gagné, mais sauf qu'en pratique, lorsqu'on fait l'adaptation de domaine, celui-là, on ne sait pas du tout quelle tête il a. Donc on espère qu'on ne l'a pas trop cassé. Et d'ailleurs, en fait, on peut montrer dans des cas vraiment intéressants d'un point de vue industriel et d'applicatif. Dans le cas où on observe du label shift, c'est-à-dire que la distribution des classes n'est pas la même entre les deux domaines. Donc, par exemple, si on s'amuse à faire une classification en binaire, on a par exemple 50% de positifs et 50% de négatifs dans le domaine source, et 80% de positifs et 20% de négatifs dans le domaine cible. Et bien, en fait, l'apprentissage de représentation invariante va forcément faire exploser ce terme-là pendant l'apprentissage, et donc va faire échouer cette chose-là. Donc là, c'est vraiment c'est un travail assez important là, qui a été publié à ICML 2019, qui relie donc l'adaptabilité finalement à quel point les distributions entre les classes se conservent. Et donc le fait de minimiser de faire en sorte que les distributions sont similaires fait que ce terme-là tend vers 0, et donc forcément, à partir d'un moment, ce terme-là va être assez grand. Donc là, c'est le point de départ un peu de nos travaux qu'on a fait. Et donc, on a fait plusieurs contributions. Donc, on a essayé d'un peu de revisiter un petit peu cette borne-là pour essayer de comprendre voilà, pourquoi, en fait, l'adaptabilité, on a du mal à capturer son comportement et comment on peut faire. Eh bien, en fait, nous, on a introduit donc deux nouveaux termes d'erreur qui nous ont permis de comprendre un petit peu ce comportement. Donc, on a introduit deux termes, donc l'invariance et la transférabilité. Donc, le premier terme, c'est assez classique dans cette littérature, c'est vraiment quantifier à quel point les représentations sont similaires. Par contre, la transférabilité, c'est un terme qui est assez nouveau et qui en fait essaie de comprendre si j'ai deux échantillons, un dans le domaine source et un dans le domaine cible, s'ils ont une représentation similaire, est-ce que ça veut dire qu'ils ont le même label? Donc ça, c'est vraiment le côté transférabilité. Et enfin, on essaie de ramener tout ça avec l'hypothèse fondatrice de l'adaptation à travers le covariate shift. Et donc, pour mettre un peu tout ça en musique, on a montré que l'inductive bias, donc le biais inductif, donc l'ensemble des hypothèses qu'on va faire sur notre apprenti statistique, va être hyper important pour faire en sorte que tout ça fonctionne correctement. Et donc, à partir de ces choses-là, on a proposé un nouvel algorithme qu'on a appelé Robust Unsupervised Adaptation, donc RUDA. Alors, pourquoi on dit qu'il est robuste? Parce qu'on a fait des expériences, notamment dans des cas assez difficiles de label shift, et on s'est aperçu que finalement, ça marchait plutôt bien. Et en tout cas, mieux que l'état de l'art actuel. Ok, donc je vais vous présenter donc, les trois ingrédients un petit peu de nos travaux qui essayent de revisiter une nouvelle borne théorique du risque commis dans le domaine cible. Donc on a introduit plusieurs ingrédients. Donc, le premier, c'était le terme d'invariance qui capture si les représentations suivent la même distribution. Le terme de transférabilité, comme je disais, qui capture si on a vraiment une hypothèse de transférabilité dans le sens où des échantillons qui ont la même représentation, est-ce qu'ils ont le même label entre les domaines? Et donc, aussi, on a ajouté donc, le rôle de la repondération du domaine source dans ce cas-là avec des poids. Alors, comment ça marche? Donc là, on a deux distributions qui sont disjointes, en tout cas qui ont un support disjoint, et qu'à travers un réseau de neurones profond, bien, on apprend une représentation qui se recouvre. Et donc, le premier terme qui s'appelle l'invariance, donc là, c'est des choses qui sont déjà bien connues en adaptation de domaine. Donc là, le terme d'invariance, on l'a exprimé donc, comme un suprémum sur une classe de fonctions critiques.
Voilà, donc quantifie vraiment la similarité entre les distributions de représentation. Donc, par exemple, ici, on voit qu'il y a un petit léger décalage entre les distributions, et donc typiquement, la fonction critique peut prendre cette tête-là pour essayer de quantifier la différence entre les distributions. Donc là, le terme qui est plus intéressant et qui est nouveau, c'est le terme de transférabilité, qui s'exprime comme ceci. Donc on voit que c'est presque pareil que l'invariance. Il y a quand même une différence majeure, c'est que cette fois, ça fait intervenir les labels, donc les Y. Donc à la fois les Y dans le domaine source et les Y dans le domaine cible. Et donc là, ici, par exemple, on voit que si on n'avait pas bien aligné un sac à dos avec un vélo pendant la recherche de représentation invariante, eh bien ce terme-là va essayer de capturer ce phénomène-là en disant attention, vous avez aligné des représentations qui n'ont pas les mêmes labels. Donc là, vous êtes trompé. Donc voilà, ça peut prendre un petit peu cette tête-là. Donc on voit ici qu'on n'a pas cette fois une critique en une dimension, mais on a C critiques, donc C, où C c'est le nombre de classes. Donc à partir de ces deux termes, invariance et transférabilité, on a essayé de comprendre aussi un autre levier possible en adaptation qui est l'utilisation de poids, donc comme j'avais montré au début de la représentation sous l'hypothèse de covariate shift. Et donc on s'est simplement amusé à comprendre qu'est-ce qui se passe si je m'amuse à repondérer la distribution source. Donc là, par exemple, ici, on voit qu'on a une distribution cible, distribution source avec donc, toujours des supports qui sont disjoints. On a un réseau de neurones profond qui nous encode ces représentations. Et ici, je vois que j'ai un sac à dos et deux vélos, et là, deux sacs à dos, un vélo, donc je sais que si jamais je les aligne complètement, eh bien, je vais forcément me tromper au moins 2 fois. Et donc l'idée, c'est juste d'aligner non pas la distribution source, mais une repondération de ces distributions sources. Ici, par exemple, en supprimant le sac à dos rouge et en multipliant par 2 la contribution du vélo. Et donc à partir de là, eh bien, en fait, on arrive à aligner les représentations. Donc là, c'est vraiment un cas typique de label shift. Donc on a donc nos deux termes d'erreur, donc l'invariance, donc l'invariance comme je vous ai présenté tout à l'heure, mais cette fois c'est pas dans le domaine source, mais sur une version repondérée du domaine source, et la transférabilité qui est la même chose, mais repondérée dans le domaine source. Alors là, c'est là où on a vraiment réussi à comprendre à quel point ces termes-là étaient reliés à l'erreur qu'on pouvait commettre dans le domaine cible. On a montré que l'erreur dans le domaine cible était reliée à l'erreur dans le domaine source repondéré, plus l'invariance, plus la transférabilité, plus un quatrième terme d'erreur que je vais expliciter. Donc là, on a une nouvelle borne théorique du risque qu'on peut commettre. Donc, comme je disais, c'est qu'on s'intéresse à une reversion repondérée du domaine source de cette façon-là. Et là, c'est ce qui est assez intéressant, c'est qu'on fait, là, c'est un nouveau terme, ici, qui n'est pas l'adaptabilité comme était présenté dans la théorie un peu fondatrice de l'adaptation de domaine, mais ici, c'est vraiment l'erreur qu'on commettrait si jamais on avait eu tous les labels disponibles dans le domaine cible et qu'on entraînait un classifieur exclusivement dans le domaine cible, et pas sur pas en faisant une jointure entre le domaine source et le domaine cible. Vraiment, c'est vraiment spécifique au domaine cible. Et donc à partir de là, on s'est dit, bon bah, alors oui, pardon, ce qui est important ici, c'est que ce terme-là, on peut vraiment considérer qu'il est petit, quelle que soit la représentation du moment que c'est pas disons du bruit, on peut considérer que c'est petit. Pourquoi? Parce que c'est pas une erreur combinée. C'est vraiment une erreur spécifique au domaine cible. Et donc on a un petit peu regardé à quel point, si j'arrivais à viser ces deux termes-là, et donc aussi ce terme-là, ce que ça pouvait impliquer sur la représentation sous-jacente que j'apprenais. Ce qui est assez intéressant de remarquer, c'est que si ces deux termes-là sont nuls simultanément, eh bien, on est dans une situation où on a une situation de covariate shift, non pas dans l'espace des entrées, mais dans l'espace des représentations. Et donc ça, c'est hyper intéressant parce qu'on partait à la base de deux représentations disjointes. On disait, c'est dommage parce que le covariate shift, on sait qu'on peut y arriver. Et finalement, on arrive à apprendre une représentation où dans cet espace-là de travail, le covariate shift peut faire sens. Alors du coup, il y a un petit peu quelque chose que j'ai un petit peu mis sous le tapis et qui est vraiment clé, c'est que ce terme-là qu'on a introduit, malheureusement, il fait intervenir les labels dans le domaine cible. Donc ça veut dire quoi dans un cadre d'adaptation non supervisée? Ça veut dire que ce terme-là, je ne peux pas le calculer. Et si je veux apprendre en représentation, je n'ai pas trop d'idée de comment ça fonctionne. Bon, en adaptation de domaine et plus généralement en apprentissage semi-supervisé, quand on fait intervenir les labels, la vérité terrain sur le domaine cible, eh bien en fait on se dit souvent c'est pas grave, on les a pas, donc on va remplacer par la prédiction.
de mon modèle. Alors ça fait un peu le serpent qui se mord la queue. On ne sait pas trop pourquoi ça peut marcher. Et donc dans ce papier-là, on a essayé vraiment de donner un cadre théorique pour dire, bah si, ça peut marcher, mais sous quelles conditions? Et donc nous, notre angle de travail, notre approche, ça a été de voir un petit peu qu'est-ce qui se passe si je mets des hypothèses supplémentaires sur mon apprenti statistique. Est-ce que ça peut impliquer dans la représentation que je vais apprendre? Donc c'est pour ça qu'on a parlé un petit peu du biais inductif qu'on va mettre dans notre classifieur pour essayer de comprendre comment se comporte ce terme-là. Alors l'idée, comme je disais, c'est pas de reprendre, c'est comme on n'a pas les labels pour calculer la transférabilité, on va plutôt remplacer par une prédiction. Une prédiction à partir des représentations. On va se dire, bah, espérons que ça marche. On ne va pas prendre n'importe quelle prédiction, on va prendre une prédiction qui est obtenue à partir d'un classifieur qui a accès à des informations supplémentaires à partir sur la distribution cible. Donc par exemple, obtenue notamment, bah, si on met une petite régularisation bien sentie dans le domaine cible, eh bien on peut, voilà, ce serait ce genre de classifieur. Donc on a un petit peu essayé de formaliser ce que ça voulait dire. Donc l'idée vraiment de ce travail, c'est de se dire, eh bien, j'ai deux domaines. Si j'ai pas réussi complètement mon adaptation, c'est sans doute que le meilleur classifieur que je détermine dans le source, c'est pas forcément le meilleur classifieur que j'aurai dans le domaine cible. Et que peut-être que je peux en isoler un petit peu plus malin, donc à partir d'une régularisation, par exemple, qui va mieux marcher dans le domaine cible, même s'il est optimal dans le domaine source. Alors comment ça se traduit? Eh bien, ça se traduit par le fait que je fais l'hypothèse que mon petit g tilde ici, eh bien, son risque dans le domaine cible, il est plus petit qu'un facteur bêta fois le risque dans le domaine source, fois le risque du meilleur classifieur dans le domaine source. Et donc là, l'hypothèse de travail, c'est vraiment de dire que bêta, il est strictement plus petit que 1, c'est-à-dire que j'améliore strictement ce truc-là. J'améliore strictement mon erreur dans le domaine cible. Et donc, à partir de là, on peut revisiter la borne de cette façon-là. Donc, cette fois, on ne fait pas intervenir la transférabilité avec les Y, on fait intervenir la transférabilité à partir des prédictions, plus l'erreur commise par les prédictions, et plus, du coup, le terme qu'on avait dit qu'on peut considérer comme petit, négligeable dans notre travail. Et là, c'est à partir de cette équation-là, qu'on arrive à comprendre pourquoi, en fait, l'hypothèse d'inductive bias, de biais inductif qu'on met dans notre apprenti statistique, va être importante. Notamment parce qu'en fait, ce terme-là, je peux le relier à ce terme-là, puisque par hypothèse, je sais que ça, c'est plus petit que bêta fois ce terme-là. Et donc là, du coup, en faisant passer ce terme-là à gauche, on arrive à une égalité qui est toute simple, qui se formule de cette façon-là. Donc, on a réussi à borner donc, le risque commis par un classifieur ayant accès à des informations supplémentaires, par un certain facteur, fois le risque dans le source, plus l'invariance, plus la transférabilité, non pas la vraie transférabilité, mais celle approximée par mon classifieur qui a de l'information supplémentaire, plus ce terme-là qu'on peut considérer comme étant petit. Donc ce qui est hyper important dans cette inégalité-là, c'est que c'est le seul endroit où interviennent les labels, donc qui est de domaine cible, c'est-à-dire vraiment le côté non supervisé de l'adaptation de domaine qui en fait un problème très difficile, eh bien c'est simplement ici. On a libéré tous les autres termes des labels. Alors c'est pas magique, il y a forcément un truc qui s'est passé, eh bien c'est simplement que la borne elle est tout simplement hyper pessimiste sur le risque qu'on va commettre, tout simplement parce que les cas réalistes qu'on va observer en pratique, ça va être des bêtas qui vont être assez proches de 1, donc forcément ce terme-là va exploser. Mais c'est pas forcément très grave, puisque ça, on va dire que c'est quelque chose qui va être relativement constant, et que ce truc-là, on peut toujours l'utiliser, donc les trois termes qui sont ici, on peut quand même les utiliser derrière pour construire une loss et apprendre par descente de gradient une représentation. Donc c'est vraiment l'idée de notre contribution. Donc simplement, le message un peu clé de cette borne, c'est que si jamais on a accès à des informations supplémentaires, donc ça peut être une régularisation, par exemple, bien pensée dans le domaine cible, eh bien, on peut avoir une approximation assez intéressante de l'erreur commise en transférabilité, et qu'on peut utiliser derrière pour faire de l'apprentissage. Donc à partir de là, on s'est dit, super, on a une borne théorique, est-ce qu'on ne peut pas en faire derrière un algorithme qui fonctionnerait bien et avec des hypothèses qu'on a vues. Donc là, l'idée, c'est de se dire, on a vu que toute la théorie était basée sur le fait qu'on avait des informations supplémentaires. Bon, on va juste supposer maintenant qu'on n'a pas forcément d'informations supplémentaires, donc on n'a plus les garanties théoriques, mais on peut espérer quand même que ça fonctionne à peu près correctement dans ce cas-là. Et donc c'est ce qu'on a essayé de voir. Donc l'idée, c'est de dire, même avec des biais inductifs qui sont
qui sont pas terribles, on arrive quand même à faire des choses avec cette loss-là. Donc ça montre que théoriquement, du coup, on a besoin d'informations supplémentaires, mais empiriquement, en fait, déjà, ça marche plutôt bien, même sans informations supplémentaires. Donc là, on a formulé un objectif d'apprentissage qui est à 2 niveaux. Donc le premier niveau, en fait, va être l'idée de comprendre quelle est la repondération optimale entre les deux domaines. Eh bien, en fait, cette repondération optimale, on l'a en calculant le jeu de poids qui va minimiser l'invariance entre les deux domaines. Et par contre, la représentation va être calculée à partir du risque commis dans le domaine source repondéré et la transférabilité qu'on a approximée avec notre classifieur. Donc là, encore une fois, il n'y a pas d'informations supplémentaires ici. Simplement, on a juste plugué directement la prédiction. Il n'y a pas de garantie théorique, mais voilà, on va voir un petit peu si ça marche même sans garantie théorique. Donc on a mené un jeu d'expérience. Donc l'expérience, en fait, elle se déroule en 2 temps. On a d'abord regardé sur des datasets bien connus en adaptation de domaine si les datasets standards, notre algorithme fonctionnait correctement. Et donc on était content puisqu'on a des résultats qui sont du même ordre de grandeur que les méthodes état de l'art. Et par contre, ce qu'on s'est intéressé, c'est de dire, on va sortir un petit peu des standards de datasets. On va construire des datasets qui sont beaucoup plus difficiles. Par exemple, en injectant du label shift assez fort, c'est-à-dire qu'on va casser un peu la symétrie de distribution des labels. Et normalement, on espère que, on sait que, notamment par la petite borne des travaux de ICML 2019, on sait que normalement, les représentations invariantes ne fonctionnent pas dans ce cas-là. Et la question, c'est de savoir, est-ce que nous, par nos travaux qu'on a fait, est-ce qu'on arrive à avoir quelque chose qui fonctionne ? Et donc là, c'est un petit peu ce qu'on a découvert un peu empiriquement, c'est que effectivement, notre méthode qui s'appelle RUDA, donc W avec la repondération, fonctionne tout à fait correctement et beaucoup mieux que ses concurrents. Voilà. Donc en conclusion des travaux, donc on a proposé une nouvelle borne pour estimer le risque commis dans le domaine cible. On a fait intervenir 2 nouveaux termes qui sont l'invariance et la transférabilité. Et surtout, ce qui est intéressant, c'est qu'on a essayé de réconcilier un petit peu l'usage des poids et des représentations. Et on a montré qu'en fait, à travers cette borne-là, on était en train de construire un espace où l'hypothèse de covariate shift était vérifiée. Dans un deuxième temps, on a fait une analyse théorique du rôle de l'inductif, du biais inductif, et on s'est rendu compte que ça nous permettait d'avoir une approximation assez intéressante de l'erreur commise de transférabilité. Et la troisième contribution de cet article, ça a été la procédure d'apprentissage qui nous montre que cet algorithme-là semble être un bon candidat pour faire de l'adaptation de domaine dans des cas un peu plus difficiles que ceux qui sont présentés dans les datasets standards de la littérature. Voilà, donc on a fait après à travers cette borne-là, on a essayé un petit peu dans un deuxième temps, notamment dans le reste de ma thèse, on a essayé de voir quelles étaient les hypothèses qu'on pouvait faire, notamment pour construire un biais inductif correct dans d'autres cas. Et voilà, donc on présentera aussi d'autres travaux sur ce sujet-là pendant la conférence. Bien, je vous remercie, et donc s'il y a des questions, je serai ravi d'y répondre. Ok, merci beaucoup pour cette présentation. Si vous avez des questions, allez-y, soit levez la main, soit écrivez dans le chat. Prenez la parole si personne d'autre la prend. Ok, en attendant, rapidement, j'aurais peut-être une question pour clarifier une chose, c'est quand tu parles d'inductive bias, en gros, tu parlais de régularisation, etc. Tu peux donner un exemple qui aiderait un peu à comprendre? Oui, tout à fait. Alors oui, c'est vrai qu'on est un peu resté au niveau théorique sur le biais inductif. Par exemple, on a exploré l'idée, donc là, ce sera des travaux qu'on présentera plus tard dans la semaine, qu'on a fait avec Yassine Wali, un autre doctorant à l'Université Paris-Saclay, où cette fois, on a exploré le biais inductif ou de consistance. C'est-à-dire qu'on prenait des images et on forçait que lorsqu'on faisait des augmentations qui normalement ne cassent pas la relation avec les labels, en imposant cette contrainte-là, on s'est rendu compte que ça interagissait assez fort avec la transférabilité et qu'on améliorait de manière significative encore l'algorithme. Voilà, donc un exemple ici, ce serait la consistance par rapport à des augmentations qui n'affectent pas le label.
D'accord, ok. Je sais pas si d'autres gens ont des questions. Moi, j'avais une question, oui. Ouais, merci pour la présentation, Victor. Tu en as, alors tu l'as évoqué déjà pendant ton exposé, mais si j'ai bien compris, donc ta borne, si tu prends ton équation 12, tu es capable empiriquement de l'estimer, à peu près tous les termes, si je me trompe pas. Et donc, en gros, elle est globalement assez loose comme borne, mais le message, c'est que ça t'a quand même permis de designer finalement un algorithme efficace. Oui, c'est Même si exactement ça. théoriquement, la borne est loin Ouais, d'être ouais, stable, c'est quoi. exactement ça. D'ailleurs, j'ai passé pas mal de temps à essayer de trouver des cas où on avait des bêtas qui étaient donc vraiment le facteur d'inductive bias où c'était vraiment réaliste, mais très vite en fait que ça explose. Mais ouais, vraiment, la borne est complètement loose. Mais oui, voilà, c'est ça, c'est que ça permet en tout cas, de construire un objectif d'apprentissage. Donc c'est vraiment ici, quoi. C'est que même si on a une constante devant, si on fait un algorithme de backprop, ça, finalement, la constante, c'est pas trop grave, à la limite, si on est dans une optique de minimisation. Voilà, par descendre. D'accord. Donc, c'est vraiment l'idée en fait de la bande, hein. Il y a pas de, ouais, c'est pas magique, forcément, il y a un truc qu'on a perdu, mais c'est juste une manière de revoir, de reformuler le problème et de comprendre pourquoi, ben, en mettant les prédictions, finalement, c'est pas une si mauvaise idée que ça. Ok, merci. Merci pour la question. Est-ce qu'il y a une dernière question? Je vais avoir une question rapide en suivi de la question précédente. Du coup, est-ce qu'une bonne façon d'évaluer une borne, ce serait pas de voir si elle varie de la même façon que la vraie grandeur, plutôt que de voir à quel point elle est plus grande? Tu vois, là, tu as l'air d'insister sur le fait que même si la borne n'est pas bonne d'un point de vue valeur, Mhm. ces variations sont bonnes, mais est-ce qu'on pourrait mesurer ça? Ouais, alors en fait, je l'ai pas mis dans l'exposé, mais dans des cas simples, on peut montrer que si ce terme-là est très grand, et en fait, ils sont proportionnels en fait. En fait, la multiplication, comme la multiplication de ce terme-là et de ce terme-là, en fait, est assez. En fait, si celui-là est très grand, il y a de bonnes chances et qu'on a bien réussi notre adaptation, ce truc-là est tout petit. Et dans des cas simples, en fait, on peut même dire que, même en multipliant ce terme-là qu'on ne peut pas calculer, on sait que même si on a quelque chose de très petit ici, euh, le risque est quand même plutôt bien maîtrisé. Si c'est ça la question. Oui, effectivement, ce terme-là, il peut exploser, mais en fait, l'adaptation va réduire vraiment ce terme-là. Et dans des cas simples, effectivement, on a montré que cette chose-là, en multipliant les deux, ça restait quelque chose qui se comportait relativement bien, quoi. Ok, très bien, merci. Merci pour la question. Alors, est-ce qu'il y a encore une question rapidement? Ok, bah du coup, on va enchaîner. Bah, merci pour ta Merci beaucoup, présentation. merci pour les questions. Et on va enchaîner donc avec le papier suivant.